ben, bonjour à tous. Alors, je suis très contente d'être là. Ça commence à faire maintenant un petit peu de temps qu'on a fait ce challenge de modélisation, mais c'était une super expérience et on trouvait ça sympa de le partager avec vous, surtout qu'il y a une petite surprise en fin de présentation. Donc, c'était le bon moment pour refaire un point sur ce qu'on a fait à ce moment-là. Donc, ce premier challenge de modélisation internationale, il a concerné la peste porcine africaine. Il a impliqué, en plus de Timothée et moi, un autre chercheur de mon équipe. Donc, on était trois à organiser les choses. On a eu de l'appui aussi par deux stagiaires de Master 2, un au début du challenge et un plutôt à la fin. Et on a eu au final 5 équipes qui ont tenu le coup jusqu'au bout. On en avait 10 au départ, mais on devait lancer le challenge en mars 2020. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en mars 2020, en fait, ce n'était pas possible. Donc, on a décalé les choses et on a perdu des équipes en cours de route parce qu'elles faisaient de la modélisation, mais sur autre chose. Tout ça, ça a été financé uniquement par INRAE, donc il n'y avait pas beaucoup de fonds. Et c'est important de le noter. Pourquoi ? Parce que les équipes ont joué le jeu, malgré tout, sans rémunération, sans cadeau, sans rien. Et donc, on était vraiment contents de toutes ces interactions. Alors, pourquoi organiser un challenge de modélisation ? Déjà, nous, ce qu'on voulait, c'était faire en sorte que les équipes, au lieu d'être purement en concurrence, soient plutôt en compétition bienveillante. C'est-à-dire que, bien sûr, chaque équipe va travailler dans son coin, on va dire, mais ensuite, on peut mettre en commun les résultats et on pense que ça va améliorer notre capacité à réagir, notre capacité à communiquer aussi avec les parties prenantes et notamment ceux qui doivent gérer des crises sanitaires en santé animale. Ça nous permettait aussi de regarder, de comparer différents modèles faits un petit peu quand même dans un rythme de temps court pour regarder les avantages et les limites des modèles qui sont proposés par les équipes. Et puis, on voulait aussi aller jusqu'à de la modélisation, alors ce qu'on appelle la modélisation d'ensemble, c'est-à-dire qu'on mobilise simultanément les sorties des différents modèles au lieu de les utiliser un par un. C'était quelque chose qui existait en santé publique, notamment il y a des challenges qui ont lieu tous les ans pour la grippe saisonnière, organisés par le CDC. Il y a aussi eu d'autres challenges, par exemple il y en a eu un sur Ebola, enfin voilà, il y en a eu plusieurs, mais il n'y en avait eu aucun en santé animale. Et on trouvait que c'était dommage parce qu'on a quand même des spécificités assez marquées, notamment pour les maladies contagieuses et notamment réglementées. C'est assez souvent qu'on a plusieurs espèces d'hôtes concernées, des espèces d'élevage et des espèces de faune sauvage. Et puis, on va avoir une dynamique qui va pas forcément être gouvernée exactement par les mêmes grands facteurs qu'en santé publique, avec notamment des mouvements des autres qui sont assez différents par rapport aux mouvements humains. Et donc, on voulait pouvoir tenir compte aussi de cette particularité de la dynamique dans le temps et dans l'espace, sachant que dans les challenges en humaine, ils négligent généralement la composante spatiale qui amène quand même un petit peu de complexité. Et puis, on trouvait ça marrant. Donc, voilà, on avait envie aussi de prendre un peu de plaisir dans ce qu'on fait au quotidien. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à la peste porcine africaine ? Bon, à l'époque, c'était, c'est toujours d'ailleurs, c'était une question un petit peu chaude. Voilà, ça commençait à émerger dans des zones où on s'attendait pas forcément à ce que ça arrive. Il y en avait eu en Belgique. Il commençait à y en avoir un petit peu partout aux frontières de l'Europe. Donc, on s'est dit que c'était le bon moment pour améliorer notre capacité à réagir à ce type de menaces, puisque le risque que ça émerge en France, il augmentait. C'est pour ceux qui ne connaissent pas cette maladie. C'est une maladie d'essudés, donc en Europe, ça concerne les sangliers et les cochons, les porcs d'élevage. Il y a plein de routes de transmission, et les taux de transmission sont très forts. Donc, vous avez sur le schéma les différentes modalités de transmission qui ont été décrites. Donc, ça peut être des interactions avec des animaux infectés, que ce soit des animaux d'élevage ou des sangliers sauvages. Ça peut être aussi de la consommation de carcasses contaminées ou de restes de résidus de repas, genre un sandwich au jambon, par exemple, contaminé. Et puis, ça peut aussi être via des modalités indirectes de véhicules ou d'équipements qui auraient été contaminés. Et donc, si les animaux qui ne sont pas encore infectés sont exposés à ces différentes choses, elles peuvent s'infecter. Et si elles s'infectent, alors, généralement, pour les porcs, la plupart du temps, les animaux meurent en quelques jours. Donc, c'est quelque chose d'assez majeur. Ça a été une énorme catastrophe en Chine. Il y a eu vraiment beaucoup de problèmes liés à ça, à la circulation de cette maladie. Et donc, il était important d'être préparé pour pouvoir faire face à ça en Europe. Alors, il y a aussi une transmission par des tiques molles, mais en fait, on est peu concerné pour l'instant en Europe parce que ces tiques sont
relativement peu présente. Donc ça, on l'a négligé, nous, dans notre challenge. Alors, comment on s'est organisé pour faire tout ça? Donc déjà, on ne voulait pas utiliser des données observées parce que les données observées, ce qui est bien, c'est que c'est des données réelles, mais ce qui est moins bien, c'est qu'on ne connaît pas exactement ce qui est sous-jacent à ces données, comment elles sont, comment on en est arrivé à cette observation. Donc nous, on voulait quelque chose où on était en capacité de bien comprendre l'observation, d'où elle venait, qu'est-ce qui était caché sous cette observation, et notamment tout ce qui n'est pas détecté. Donc pour ça, on a construit un nouveau modèle de propagation de la peste porcine africaine pour produire ces données qu'on appelle des données synthétiques. Et il fallait que ce modèle soit quand même assez détaillé, qu'il soit spatial, puisqu'on voulait une dynamique dans le temps et dans l'espace. Et on a choisi un système multi-agent, donc stochastique, donc qui tient compte de l'aléatoire, en représentant à la fois les populations d'élevage et de faune sauvage. Et pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il soit relativement bien détaillé? Parce qu'il fallait éviter que les équipes arrivent avec des modèles plus détaillés que celui qui a permis de produire les données synthétiques, parce que sinon, en fait, on risquait d'avoir ce qu'on appelle une sorte de surajustement de leur modèle par rapport aux données. Donc ça a été un premier travail qui nous a pris quand même un petit peu de temps. Ensuite, on a fait de la promotion sur ce challenge pour avoir des équipes participantes, puisque c'était pas, les équipes n'étaient pas internes. Et donc, les participants, on leur fournissait les données en leur donnant un peu comme dans une situation réelle, la situation jusqu'à la date de démarrage, en décrivant ce qui avait été fait sur le terrain et en leur posant des questions comme si on était les décideurs publics qui voulaient savoir qu'est-ce qu'il faut changer dans la manière qu'on a de gérer la crise pour que ça se passe au mieux. Et on leur laissait 6 semaines pour nous faire, alors on leur laissait un petit peu plus de temps que du temps réel, parce qu'on était quand même en pleine crise Covid et franchement c'était pas si facile que ça de travailler. Donc ils avaient 6 semaines pour faire des prévisions sur 4 semaines. Dans une vraie crise, on serait plutôt, pas au quotidien, mais presque, donc ce serait plutôt des réponses au moins une fois par semaine, voire plus fréquent que ça. Donc là c'était pour 4 semaines et ils devaient nous donner le nombre d'animaux détectés, une estimation des cas qui ne seraient pas détectés dans le temps et dans l'espace, et les réponses aux questions qu'on avait posées. Et on a fait ça 3 fois, donc sur 3 périodes, et ensuite on a collecté toutes les informations sur les modèles développés, les prévisions qu'ils ont faites, et on a fait des comparaisons. Alors, on s'est aussi adossé sur des experts externes, parce que il fallait avoir une bonne expertise de cette maladie, ses modalités de transmission, les mesures de maîtrise associées, la réglementation associée. Également, concernant les populations hautes, bien connaître la dynamique des troupeaux de porcs et comment ils sont gérés, et puis de la même façon pour la faune sauvage. Donc, on s'est adossé à différents experts sur ces différents domaines qui sont notés là. Et puis aussi, c'était notre premier challenge de modélisation. Donc, on a interagi avec Cécile Vibou qui avait organisé le challenge rapide sur Ebola pour voir un petit peu comment elle s'y était prise, quels étaient ses conseils, et puis pour pouvoir s'adosser sur une première expérience réussie pour optimiser nos chances de succès. Alors, c'était une situation fictive, donc on a appelé ça Mary Island, mais qui ressemblait quand même à une situation ouest-européenne. Et donc, un jour, la peste porcine émerge à Mary Island et on a essayé vraiment de faire jouer le jeu aux équipes, donc en leur parlant comme si on était vraiment les gestionnaires de la zone. On leur donnait des informations pas parfaites, c'est-à-dire qu'on leur a pas donné exactement les informations que nous, on a utilisées dans le modèle, parce que dans la vraie vie, en fait, tout n'est pas observé parfaitement. Alors, pour les troupeaux porcins, c'est quand même en Europe de l'Ouest plutôt bien observé. Donc, on a vraiment essayé de tenir compte de mêmes types de caractéristiques avec des élevages naisseurs-engraisseurs, naisseurs-engraisseurs, des élevages commerciaux, des élevages plus familiaux, donc plutôt dehors, des tailles variables pour les élevages, des mesures de biosécurité variables. On a tenu compte des mouvements commerciaux, on leur a aussi donné des informations sur ça, le fait que certains élevages avaient accès à l'extérieur. On a plutôt une bonne connaissance de la localisation des élevages, donc ça, on leur a fourni. Et aussi l'information sur les mouvements commerciaux, on leur a fourni dans le même, avec les mêmes informations que celles qu'on aurait en France. Pour les sangliers, c'est beaucoup plus imprécis parce que dans la plupart des pays ouest-européens, on n'a pas une information si précise que ça, non seulement de la distribution des populations, mais aussi de leur taille. Donc, on a vraiment essayé de respecter le niveau de connaissance qu'on aurait si on était face à une situation réelle. Donc, on les a contactés
en leur donnant le début de l'épidémie, donc le début de l'épidémie observée, donc c'est le carré que vous avez ici, c'était un élevage de porcs qui a été détecté et qui se situait à la frontière d'une forêt. Donc vous voyez, ça c'est un zoom de ce qui est ici. Vous voyez ma souris? D'accord. Donc ça c'est un zoom de ce que vous voyez ici. Et donc vous voyez que le premier cas, il est vraiment au bord d'une grosse forêt, dans lequel bien sûr il y aura des sangliers. Et donc ce que vous voyez ici, c'est que en fait le premier cas réel, il est ici, et c'était un sanglier, mais lui il n'a pas été détecté. Et donc là vous avez ensuite la localisation des troupeaux de porcs et des sangliers dans la zone sur ce zoom-là. Donc on leur a donné les données observées, donc les cas détectés, mais nous on connaissait les cas réels, alors réels au sens synthétique. Donc là vous l'avez en format graphique, donc en haut vous avez les élevages de porcs et en bas les sangliers, et quand ce sont des barres, ce sont des cas détectés, donc ici en rouge, et ici vous avez différentes couleurs parce qu'il y a différentes modalités de détection des sangliers qui peuvent être chassés ou par de la surveillance passive ou active. Et puis quand ce sont des points, ce sont les cas, on va dire, réels, donc prédits par notre modèle à nous, et on voit bien que on a plutôt une détection pas trop mauvaise au niveau des troupeaux de porcs, mais que par contre, chez les sangliers, on a une détection bien sûr bien en deçà de la courbe épidémique réelle. Donc ils avaient des informations, il n'avait comme information que les cas observés. Alors, quels sont les modèles qui ont été développés par les différentes équipes? Donc là, vous avez les 5 équipes. Bon, en fait, quand on a eu moins d'équipes que ce qu'on espérait, on a eu une petite tendance à converger vers le même type de modèle, donc des modèles à compartiment et stochastiques. Bon, c'était pas très grave parce qu'il y avait quand même de bonnes grosses différences entre leurs modèles, donc on avait quand même des choses à analyser, mais c'est vrai que dans certains challenges, on va jusqu'à des équipes qui vont faire des modèles très différents, par exemple des modèles statistiques, du forecasting, du machine learning, mais qui ne vont pas pouvoir répondre à toutes les questions. Et là, les équipes ont vraiment essayé de jouer le jeu, donc elles voulaient à la fois être en capacité de prévoir la suite de l'épidémie, mais aussi de répondre à nos questions, qui étaient des questions par rapport aux mesures de maîtrise auxquelles ne peuvent pas répondre des modèles de type machine learning ou même des modèles stats. Par contre, on voit qu'il y a quand même des différences, donc je vais en montrer quelques-unes. Par exemple, l'unité épidémiologique chez les sangliers était individus, chaque sanglier pour 4 des équipes, et puis des patchs pour une équipe. De la même manière chez les cochons, c'était des fermes pour la plupart des équipes, sauf une qui considérait l'animal. On avait aussi l'interface entre les deux types de populations d'hôtes n'était pas la même. Donc dans certains cas, il n'y avait pas d'interface explicite. Ça se faisait par des biais détournés. Et dans certains cas, c'était seulement dans un sens. Donc les sangliers pouvaient infecter les cochons, mais pas dans l'autre sens. Puis dans 2 cas, c'était dans les 2 sens. Et puis enfin, l'échelle spatiale était clairement très différente entre les équipes. Donc on avait quand même assez de variabilité entre les équipes pour pouvoir faire des comparaisons. Alors, voilà le type de résultats qu'ils ont produit. Donc, ici, c'est les données qu'on leur donne. Donc, en bleu, c'est ce qui est observé. Et puis, donc, on s'arrête par exemple à cette date-là. Et puis, eux, ils doivent prévoir, essayer de coller au plus au rouge, mais qu'ils n'ont pas. Et puis, pour la période 2, là, on a changé une mesure de maîtrise. Donc, on voit qu'il y a une infection. Donc, ils auront toute cette courbe-là pour la période 2 et ils devront prévoir cette courbe-là. Et pour la période 3, ils auront toute la courbe bleue et ils devront prévoir cette courbe-là. Donc là, j'ai donné un exemple pour la période 2. Donc en rouge, c'est la courbe des données et ce que j'ai appelé modèle M0 là. Et puis ensuite, vous avez les différentes couleurs pour les différentes équipes. Certaines équipes, donc par exemple ici, pour l'équipe néerlandaise, n'avaient pas, pour cette période-là, n'avaient pas la possibilité de faire des prévisions sur le temporel. Donc ils n'avaient que l'information au dernier point. On voit qu'on a une tendance à être au-dessus, notamment à la fin. Et aussi, on voit que certaines équipes utilisent, donc ça c'est l'équipe anglaise, utilisent les données jusqu'à la date finale d'observation et prédisent à partir de là, alors que d'autres équipes utilisent les données aussi jusqu'à la date, toutes les données qu'on leur donne, mais en fait font leurs prévisions depuis le début, donc peuvent avoir des divergences plus précoces. Mais parfois, ça permet aussi d'avoir une meilleure enveloppe. Donc là, ce n'était pas le cas, mais ça permet parfois d'être finalement mieux adapté. Alors en spatial, on a aussi une certaine hétérogénéité des prévisions. Donc là, c'est un exemple pour la période 1. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une équipe, l'équipe du CIRAD, qui a été en capacité, c'était la seule, à prévoir des cas longue distance par rapport au foyer initial. Mais cette équipe n'arrivait pas à faire ça. Par contre, elles arrivaient mieux à prévoir l'étendue du foyer
localement par rapport à cette équipe qui, elle, prévoyait moins bien. Alors, vous voyez peut-être pas grand-chose parce que c'est vrai que les points sont un peu petits, mais croyez-moi sur parole. Donc là, ça prévoyait moins bien l'étendue locale, mais mieux les sauts à longue distance. Et donc là, on va vite comprendre pourquoi c'est intéressant d'avoir plusieurs modèles, parce que finalement, pour le décideur public, eh ben, il a besoin des deux informations. Et donc, par exemple, ici, on a fait un modèle d'ensemble assez simple, parce qu'on était quand même en spatial. Donc là, on a fait le modèle du pire cas, c'est-à-dire que si une équipe prévoit qu'il va y avoir une certaine probabilité d'occurrence de cas dans un point, on prend la valeur la plus forte. Et ça nous permet d'avoir à la fois une bonne représentation de ce qui se passe localement et une certaine estimation de ce qui peut se passer à longue distance. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de ce challenge? Alors déjà, il semble quand même très important de tenir compte du fait qu'on a plusieurs espèces d'hôtes. C'est assez souvent qu'on va se focaliser sur l'espèce d'hôte qu'on cherche à gérer. Donc, par exemple, ici, il y a les cochons. Et finalement, si on néglige le fait qu'il y a plusieurs espèces d'hôtes en interaction, on risque fort de complètement avoir une vision biaisée de ce qui va se passer dans la population domestique. Alors, c'est pas toujours le cas, ça dépend vraiment des contacts entre les deux types d'espèces. Mais dans ce cas-là, c'était quand même assez flagrant. Alors, ça a été très difficile pour les équipes d'avoir à gérer, à la fois deux types d'espèces en interaction et de fournir des prévisions dans le temps, mais aussi dans l'espace, dans un temps court, et pendant une pandémie. Mais n'empêche qu'on a quand même 5 équipes qui ont été jusqu'au bout et jusqu'à publier leurs modèles, leurs résultats. Donc, on a, si vous voulez plus d'informations, il y a eu un numéro spécial dans la revue Epidemics. Je vous ai mis les deux DOI pour le premier et le dernier article. Le premier qui explicite vraiment les objectifs du challenge et le modèle qu'on a développé, et le dernier qui explicite la comparaison qui a été réalisée entre les différentes équipes et qui prend un peu de recul sur tout ça. Et au milieu, il y a des articles des équipes qui explicitent leur approche avec plus de détails. Ce qui a été vraiment positif, c'est que, voilà, ce que je disais au tout début, même s'il n'avait pas de financement et que tout était fait depuis chez soi, puisque nous étions en plein Covid, et que, par exemple, pour les équipes anglaises, clairement, ils n'étaient plus, ils étaient depuis chez eux, ils ne pouvaient plus aller à l'université. Mais c'était pas les seuls d'ailleurs. On a vraiment une bonne participation. On avait une équipe néo-zélandaise, on avait une équipe néerlandaise, une équipe anglaise, 2 équipes françaises, et on avait une équipe américaine aussi, mais qui n'a pas été jusqu'au bout. Et puis quand on leur a demandé à la fin ce qu'ils en avaient pensé, est-ce que si on recommence à faire un nouveau challenge, est-ce qu'ils iraient rejouer, ils ont tous dit oui en fait. Donc et les organisateurs et les joueurs. Donc on trouvait que c'était quand même un signe très positif par rapport à un gain individuel. Ça leur a rapporté quelque chose. Ce qu'on pense qui a vraiment manqué, c'est que, vu la situation, on n'a pas pu impliquer autant qu'on l'aurait souhaité les gestionnaires de la santé animale, parce que c'était trop compliqué. Mais on pense vraiment que ça aurait été vraiment une plus-value avant le challenge, pour vraiment expliciter le pourquoi de ce challenge, comment ça s'organise, etc. Pendant, pour qu'ils puissent vraiment suivre, voire même être eux-mêmes les porte-parole des questions, par exemple, et nous aider à définir des questions d'intérêt, et puis comprendre comment les équipes de modélisateurs comprennent ces questions, interagissent avec eux, etc. Et puis après le challenge pour prendre du recul. Donc ça, c'est ce qui nous a le plus manqué. Voilà, et là c'était une des réunions qu'on a fait, parce qu'on a fait toutes nos réunions en visio bien sûr, donc vous voyez un petit peu la tête des participants et des organisateurs, et puis je vous remercie pour votre attention et je vais passer la parole à Timothée. Merci Pauline. Merci Pauline, je vais prendre la main. Donc on en était là, c'est ça, vous voyez bien là? Ok, donc après cette présentation de ce qu'on a fait, donc c'était en 2020-2021, on voulait faire un petit sondage. On a appris qu'il y avait beaucoup de personnes dans les participants à ce webinaire, donc on voulait faire un petit sondage pour essayer d'évaluer un peu vos perceptions sur l'intérêt de la modélisation épidémiologique pour la prise de décision en termes de surveillance et de gestion de maladies infectieuses. Donc, je vous propose de prendre 5 minutes, comme ça, là, on va aller sur ce WooClap. Donc, normalement, vous pouvez scanner le QR code ou aller directement sur WooClap et rentrer le code de l'événement. Je vais sortir de cette capture d'écran pour aller
vraiment sur Clap, où je vais voir les gens qui s'inscrivent au fur et à mesure. Voilà, donc on a 18 participants. Donc allez-y. Il y a 5 questions, des questions à choix multiples et des questions pour lesquelles on vous demandera de rentrer un mot-clé. Et il n'y a pas besoin d'avoir une expertise particulière pour répondre aux questions. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un QCM sur ce que j'ai raconté avant. Exactement. C'est vos perceptions. Donc, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc, on a combien de participants là, Laura, sur le webinaire? Parce que j'ai plus. Alors, sur le webinaire, on a 68. 60. Allez, on essaie d'arriver à 50 au moins. Non, là, ça accélère. On passe la barre des 50 et on commence. Je suis avec les étudiants veto, là, il en manque toujours quelques-uns, on se demande ce qu'ils font. Bon, Pauline, tu te connais, comme ça fera 48. C'est déjà fait. Ah, d'accord. Allez, on commence pour les derniers retards. 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, 0,5 secondes. Et voilà. 50. Alors, la première question, c'est un petit peu pour savoir le profil des participants à ce webinaire. Donc, pour qui travaillez-vous? Donc, je vous laisse lire les différentes réponses et puis répondre. C'est ça, parce qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Et si vous avez oublié de vous connecter, vous pouvez toujours vous connecter en allant sur vos claps et en rentrant le code là, PEBGUM. Alors, si vous êtes inscrit au clap, il est attendu que vous répondiez derrière. Et on a 46 réponses sur 52. On va dire que c'est satisfaisant. Donc, je vais passer à la question d'après. Enfin, on a essentiellement donc des gens, pour faire un petit commentaire rapide, de l'administration déconcentrée, donc probablement de DRAF ou de DDPP. Administration centrale, quelques-uns, enfin 2. Organisme de recherche, 23%. Association professionnelle, donc je sais plus ce que j'ai vu, quelques GDS peut-être, ANSES, autres plateformes. Ok. Allez, on passe à la question, la première question. Donc sur une échelle de 1 à 4, quelle est votre perception de l'utilité de la modélisation pour la prise de décision en temps réel? Donc totalement inutile, c'est du 1, très utile, c'est du 4. Après, on pourra utiliser un petit peu ces questions pour la discussion qu'il y aura juste en suivant. Enfin, donc, si vous voulez réagir, gardez votre réaction dans un coin de votre tête. On va partager tout à l'heure. Ok, donc on est plutôt sur des perceptions d'utilité, un peu, beaucoup. Ok, deuxième question. Selon vous, quels sont les plus grands avantages de la modélisation pour l'appui aux prises de décision en temps réel? Du coup, là, l'idée, c'est d'avoir que vous tapiez, vous devriez avoir un endroit pour taper des mots-clés. Alors, essayez de ne taper qu'un seul mot-clé ou 2 mots-clés maximum, histoire que s'ils se recoupent, ils grossissent, en fait. Donc, les plus grands avantages de la modélisation. On peut rentrer donc plusieurs mots par personne, hein, si je comprends bien, là, si on arrive à 57, 58. Oui. Ok. Bon, lâchez-vous. Hein. Après, il y a la même question, mais dans l'autre sens. Du coup, vous pourrez vous lâcher encore plus. Ouais, ça augmente, vous êtes inspiré.
Allez, on va s'arrêter là pour le nuage de mots. Voyons ce qu'il en sort. Bon, il y a quelques mots qui ressortent. Donc, anticipation, réactivité, anticiper, rapidité. Alors ça, c'est étonnant. Mais il ressort plusieurs fois. Bon, après, c'est difficile toujours de faire des interprétations en temps réel comme ça. Donc, on voit quand même les mots les plus importants qui ressortent, qui seront intéressants pour la discussion. La question suivante, c'est la même chose, mais sur les plus grandes contraintes d'utilisation de la modélisation pour l'appui aux prises de décision en temps réel. Qu'est-ce qui, selon vous, gêne l'utilisation de la modélisation pour la prise de décision en temps réel? Il me semblait bien que vous seriez plus inspiré sur les contraintes, mais ce qui est attendu. Allez, je suis sûr qu'on peut arriver jusqu'à 100 contraintes. Et on s'arrêtera à 100. Ok. Oh non, pardon. Hop, je reviens. On regarde quand même un peu les données. Bon, le boulot d'étranglement, effectivement. Incertitude, communication d'incertitude pour la prise de décision. Ah oui, non, il ne faut pas que ça change. Le temps, effectivement, la réactivité, donc le délai de réaction, effectivement, incertitude encore avec un S pour le coup. Complexité. Donc, ce sont donc les principales limites que vous percevez sur l'utilisation de ces modèles en temps réel. Il reste deux petites questions. La première, sur une échelle de 1 à 4, quelle est votre perception de l'utilité d'organiser des challenges de modélisation? Là, c'est vraiment en lien avec ce que Pauline a présenté juste avant. Donc, sur le fait d'utiliser, de faire ces sortes de petits hackathons de modélisation. Donc, l'utilité pour la prise de décision en temps réel. Allez, 45 et on débrief. Non? Bon, allez, 44, ça ira. Ok, donc en général du 3 et du 4, avec plus de 3 que tout à l'heure par rapport au 4 sur l'utilisation de la modélisation. Ok. Et enfin, la dernière question, sur une échelle de 1 à 4, quelle est votre perception de l'utilité d'impliquer les gestionnaires du risque dans la conception d'un challenge de modélisation? Donc, ce que disait Pauline, c'est qu'en fait, probablement dans le premier, on a pas suffisamment impliqué les gestionnaires. Est-ce que vous pensez que ça serait vraiment très utile de les impliquer? Les gestionnaires et probablement les évaluateurs aussi du risque. On est bloqué à 44. Ok, donc là pour le coup, je pense qu'il y a un consensus assez fort sur, enfin non pas un consensus, mais en tout cas un avis assez partagé sur l'utilité, voire la forte utilité d'impliquer ces gestionnaires du risque, ce qui est parfait pour la transition, parce que je pense qu'il n'y a plus de questions, et donc je vais revenir juste sur la présentation pour faire la première annonce au monde entier que nous allons repartir à l'aventure.
Et donc, on va repartir à l'aventure en organisant un nouveau challenge de modélisation. Et donc, les raisons pour lesquelles on aimerait réorganiser un challenge de modélisation, c'est que d'abord, les retours ont été extrêmement positifs de la part des équipes qui ont participé. Donc, il y a 8. Donc, on a fait une petite enquête de satisfaction à la fin. On a eu 11 réponses pour les différentes équipes. Et donc, environ 8-9 participants ont considéré que leurs compétences en modélisation avaient été significativement améliorées grâce au challenge. Donc, on pense que voilà, c'est une chose qui est déjà une bonne motivation pour réorganiser ça. Et que ces modélisations ont aussi amélioré leur capacité à proposer des recommandations en temps réel pour l'appui aux politiques publiques. Voilà, donc c'était un des objectifs du challenge, donc il a été réussi. On pense que c'est un bon outil pour ça. La deuxième raison, c'est que parmi ceux qui ont fait le challenge jusqu'à la fin, la grande majorité est d'accord d'en refaire un autre, est motivée pour faire un autre challenge. Donc ils ont trouvé leur compte. Donc 9 répondants ont indiqué qu'ils seraient intéressés pour participer dans un autre challenge de modélisation, soit sur la PPA de nouveau, la peste porcine africaine, soit sur une autre maladie infectieuse des animaux de production, comme l'influenza aviaire, essentiellement hautement pathogène. Donc ça, c'est une des premières motivations. Et la deuxième motivation, c'est que, comme Pauline l'a dit, nous n'avions pas réussi à suffisamment impliquer les gestionnaires du risque, les évaluateurs du risque. Et donc, on aimerait vraiment, dans cette deuxième mouture d'un challenge de modélisation, mettre l'accent sur ça. Donc, comment repartons-nous à l'aventure? Donc là, en fait, on va organiser un deuxième challenge de modélisation dans le cadre d'un projet européen qui a été financé dans le cadre de Horizon Europe, donc qui s'appelle Williman ID, qui est coordonné par INRAE, qui a commencé en 2023 et qui finira en 2028. Et donc, comme je l'ai laissé entendre, ce deuxième challenge de modélisation aura pour sujet l'influenza aviaire hautement pathogène, où on a un système qui est quand même un pathosystème qui est assez différent de celui de la PPA, donc on pourra jouer sur d'autres paramètres. On a déjà 2 espèces qui réagissent probablement très différemment au virus et qui jouent des rôles différents dans l'épidémiologie et la transmission. On peut avoir un compartiment sauvage, on n'a pas encore décidé si on allait le prendre en compte ou pas, mais on a un jeu d'espèces hôtes qui est assez varié. On a des voies de transmission qui sont assez différentes aussi. Donc, on a des mouvements d'animaux qui peuvent jouer un rôle. On a la proximité spatiale. On peut imaginer toute une série de voies de transmission, vu que c'est une maladie extrêmement contagieuse. On a toute une variété de mesures de gestion avec des dépeuplements réactifs, des dépeuplements préventifs dans les élevages à risque, avec l'utilisation de la vaccination de manière préventive ou de manière réactive, des restrictions de mouvement, etc. Donc, on peut jouer sur beaucoup de leviers. Et c'est ce qu'on va faire. Et enfin, je voulais juste préciser que dans ce challenge de modélisation, on ne va utiliser que des données épidémiologiques, parce qu'à un moment, la question s'était posée de savoir si on n'utilisait pas aussi des données de séquences virales identifiées dans les élevages infectés. Et en fait, c'est probablement une marche encore un petit peu haute pour utiliser à la fois les données épidémiologiques et les données de séquences. Donc, on va rester dans ce challenge que sur des données épidémiologiques. Donc, le calendrier prévisionnel pour ce challenge, donc, on commence la préparation en ce moment et on va préparer ce challenge jusqu'au printemps 2025, donc dans un peu moins d'1 an. Et pendant cette phase, donc, on va préparer le challenge. Donc, préparer le challenge, ça veut dire concevoir le modèle sous-jacent, le modèle M0 dont Pauline a parlé, concevoir les règles du jeu, les questions qu'on va poser aux équipes participantes, tout ce genre de choses. Il va falloir aussi pendant cette période qu'on communique autant que possible sur ce challenge pour essayer de créer une sorte d'émulation et puis ne pas avoir trop de mal à recruter des équipes, qui est la 3e étape de cette phase. Donc recruter des équipes de modélisation qui comprennent en général, en tout cas dans le challenge PPA, c'était des équipes assez interdisciplinaires avec des vrais modélisateurs, des vétérinaires, des écologues parfois. Voilà, donc il faut que les équipes anticipent qu'il y aura un challenge à partir du printemps 2025. Donc avec un lancement du challenge probablement au printemps 2025 qui se finira avant l'été. Et puis derrière, une phase de 6 mois, été 2025, printemps 2026, pour synthétiser les résultats du challenge. Qui repart à l'aventure? Donc les organisateurs de ce deuxième challenge seront donc
les deux mêmes équipes, donc l'équipe BioEpar et l'équipe IHAP, donc avec Gaël Bonnet à BioEpar, là, dans l'équipe de Pauline, et puis à IHAP, Brennan Hayes, Sébastien Lambert, qui sont des postdoctorants dans l'unité, et moi-même. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut créer vraiment un groupe consultatif des différentes parties prenantes, avec notamment des évaluateurs du risque et des gestionnaires du risque, aux échelles nationales ou aux échelles européennes. Donc, il faut voir si on arrive à impliquer des gens de l'EFSA ou des gens de la Commission, pour essayer de participer à la phase de préparation du challenge et à la phase de synthèse, dans l'objectif de engager des discussions entre les modélisateurs et les parties prenantes dans les politiques publiques. Voilà. Et puis on espère avoir entre 5 et 10 équipes de modélisation. C'est ouvert, il peut y en avoir 15. Après, ça devient compliqué à gérer, mais plus on a d'équipes, plus on sera content et plus on rigolera, parce que vous avez compris que Pauline voulait faire passer le message que c'était un bon moment. Voilà. Et on a passé un bon moment, tout le monde était content. Vous avez vu sur la capture d'écran, tout le monde sourit. Après, on a demandé à tout le monde de sourire pour la photo aussi, mais voilà. Donc, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire, et je vous remercie aussi de votre attention. Et maintenant, avec Pauline, on a 20 minutes pour répondre aux questions si vous en avez. Merci.